s'étire sur à peu près 4 km. Et sur ces 4 km qui représentent environ 60 hectares, il reste aujourd'hui à peu près 3000 pierres. On appelle des menhirs, je vous expliquerai ce mot-là tout à l'heure. Aujourd'hui, donc 3 sites distincts parce que l'activité humaine, les hommes ont transformé un petit peu ces sites. Il y a, vous avez peut-être remarqué la route qui longe là, vraiment les alignements. Il y a aussi une route, vous verrez tout à l'heure, qui coupe le site du Mennec en deux. Un peu plus loin, il y a... C'est dommage, encore une fois qu'on n'est pas beaucoup. Je vais lui faire peur. Vous pouvez la laisser courir hein, si elle a envie de courir. Hein. C'est fermé, alors c'est pas dangereux. Hein. Comme elle veut. Hein. Enfin, après, et donc il y a l'activité humaine a effectivement transformé ces sites. D'après les chercheurs, on pense qu'à la fin de la construction, parce qu'on va voir qu'il s'agit bien d'une architecture, il y avait sûrement le double de pierre. Hein. C'est-à-dire qu'on est en face de la ruine de quelque chose. On dit que dans chaque maison de Carnac, il y a un menhir. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que depuis des siècles, des millénaires que ces pierres sont là, on est venu prélever ici des matériaux de construction. Il y a un petit muret qu'on verra mieux tout à l'heure, mais qui longe quasiment l'ensemble de tout le site, là, qui est un peu caché par la végétation, qui est un muret agricole qui date du XVIIIe siècle, hein, qui est tout en pierre. Hein. Donc on peut peut-être se demander d'où proviennent les pierres. Hein. Donc on a prélevé comme ça du matériau. La question qu'on peut se poser, c'est se demander comment se fait-il qu'il en reste quand même encore 3000. Hein, j'aborderai ça tout à l'heure. Alors peut-être avant de démarrer le propos, juste un petit mot sur la gestion des alignements de Carnac aujourd'hui. C'est donc un site qui est classé monument historique depuis 1889, donc depuis la fin du 19e siècle, ce qui est finalement un classement assez précoce par rapport à la connaissance qu'on avait de ce site à cette époque-là. Et depuis 1992, qui a été fermé par ce grillage-là. Cette mesure de fermeture, c'était une mesure conservatoire, évidemment par rapport à l'édifice, mais c'était essentiellement une mesure de protection quant à la végétation. On voit ça sur des photos, dans des livres ou sur des cartes postales. Hein. Au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, à certains endroits du site, il n'y avait plus du tout de végétation. Carnac, c'est un site mondialement célèbre, extrêmement fréquenté, et les piétinements répétés des visiteurs avaient usé la végétation. On voit bien hein, ici, à la fin de la saison, comment les allées sont toutes faites. Les allées sont tracées, les chemins sont tracés. Alors vu la végétation, en même temps, c'est vrai, ça dépend comment on est chaussé, mais vous allez voir, il y a quand même des végétaux un petit peu agressifs pour les orteils allés. Et donc l'idée de maintenir, de préserver cette végétation est importante parce qu'on va voir que les pierres ne sont pas profondément enfouies dans le sol. Et s'il n'y a plus tout le réseau de racines pour maintenir la terre au pied des blocs, ils peuvent être déstabilisés, ce qui est dangereux bien sûr pour la préservation de l'édifice, mais évidemment aussi pour les visiteurs. Donc l'idée de la fermeture, c'était d'abord pour permettre à la végétation de repousser. Donc à partir de 92, on a géré le site autrement. On a géré le nombre de visites, on a géré le nombre de visiteurs par visite. Et puis en fonction des heures, on se déplace. On n'est pas toujours au même endroit. Ce qui fait que comme ça permet à la végétation de se reposer. Alors la végétation pousse, c'est bien. Repousse, c'est bien, il ne faut pas non plus que ça pousse trop. Parce que si on voit plus les pieds, c'est pas l'effet recherché. Donc il faut trouver une espèce d'équilibre entre la végétation qui pousse et puis la lecture des pierres. Alors les sites sont suivis par des écologues hein, qui donnent des consignes. Alors, généralement mes collègues fauchent une fois par an, à la fin du printemps, là, quand ça pousse effectivement assez fort. Sinon, le moyen qu'on a trouvé depuis 12 ans à peu près, on a introduit des moutons qui sont une race assez rustique, qui sont là été comme hiver hein, et qui font le job. C'est eux qui, de façon silencieuse, économique, écologique, régulent comme ça la hauteur de la végétation. Hein. C'est des moutons qui sont fonctionnaires du ministère de la Culture, puisque les sites sont gérés par les monuments nationaux et donc ils sont logés, nourris comme ça. Voilà. Ça permet comme ça de réguler les hauteurs. Alors au niveau de la végétation, vous allez voir,
c'est assez proche de ce qu'on appelle la lande en Bretagne. C'est-à-dire, en fait, des végétaux assez rustiques qui poussent sur un sol pauvre. Il y a des genêts, ça c'est des genêts, ça, il y a bien sûr des graminées. Les ajoncs, ils sont en fleurs en ce moment. Il y a de la bruyère, des fougères, ce type de choses. D'accord ? Alors, on va démarrer à propos de ce site. Quand une architecture pose problème, l'idéal c'est de se poser des questions. Ça fait rien si on n'a pas les réponses. C'est mieux si on les a, mais on ne les a pas toutes. Il faut se poser des questions pour peut-être avoir une réponse. C'est les questions qui sont intéressantes. Et c'est vrai que devant une architecture comme ça, un petit peu complexe, qui est plus complexe qu'elle en a l'air, on peut se poser des questions. On peut se demander quand, déjà, ça a été fait, qui a fait ça, comment ils ont fait, et puis évidemment, pourquoi. C'est des questions qui marchent avec n'importe quel type d'architecture. L'architecture, c'est le reflet d'un mode de vie à une époque donnée. Ça veut dire qu'une architecture, ça a soit une fonction, soit ça veut délivrer un message, soit les deux. Et ben, on va procéder pareil pour essayer de comprendre un petit peu ces alignements de Carnac. Alors le camp, ça on maîtrise, on est ici dans un site préhistorique qui correspond à une période de la préhistoire qu'on appelle le néolithique. C'est une période extrêmement courte, le néolithique, c'est quelques milliers d'années simplement. Alors au regard de l'aventure humaine, évidemment, c'est rien du tout. Mais pendant cette période, il y a des choses qui vont être très marquantes et qui vont définitivement transformer les modes de vie. Ici, le néolithique en Europe de l'Ouest, c'est entre moins 6000 et moins 2000. D'accord ? Quelques milliers d'années. Les néolithiques sont arrivés ici. Alors, quand je dis Carnac, comprenez le lieu, parce qu'évidemment, je ne sais pas comment eux nommaient le territoire. Ils sont arrivés ici après un très long périple. L'aventure néolithique est évidemment plus ancienne. Le berceau de cette civilisation, c'est l'Asie mineure. Alors, imaginez l'est plutôt par là d'ailleurs, l'est de la Turquie, la Syrie, l'Irak, ce type de pays aujourd'hui. Et vers moins 11 000, des groupes de néolithiques ont quitté cette zone avec leur technique, avec leur connaissance. Et puis ils ont migré, ils ont entrepris deux grandes migrations. Il y a eu deux grands courants migratoires, un qu'on a appelé le courant danubien, qui a traversé les grandes plaines d'Europe centrale, puis un autre mouvement de population plus au sud qu'on a appelé le courant méditerranéen, qui lui a donc longé les rivages de la mer Méditerranée, des deux côtés d'ailleurs. Et ces deux flux de population se sont répandus en Europe de l'Ouest à partir de moins 6000, en laissant des traces de leur civilisation qu'on appelle des mégalithes. Mégalithe, c'est aussi un mot qui vient du grec, comme néolithique, nouvelle pierre, néolithique, mégalithe, grosse pierre, qui sont vraiment la marque de cette civilisation néolithique. Ces menhirs qu'on voit ici, là, sont des mégalithes. Tous les mégalithes ne sont pas des menhirs, ça ne marche pas dans les deux sens. Néolithique, nouvelle pierre, parce qu'à cette époque-là, les hommes vont travailler la pierre autrement. Ils ne vont plus seulement tailler les pierres, comme dans les périodes précédentes, ils vont aussi polir la pierre. On parle du néolithique comme étant l'âge de la pierre polie, un peu en opposition au paléolithique, l'âge de la pierre taillée. Et donc la grande affaire du néolithique, c'est que les hommes vont se sédentariser. Ils vont choisir un territoire et sur ce territoire, ils vont s'installer. D'accord ? Ce qui leur permet d'ailleurs d'avoir du temps pour bâtir ces architectures. Et ces mégalithes, on en retrouve, alors je ne sais pas d'où vous venez, mais vous en avez peut-être à côté de chez vous, on en retrouve ailleurs en France, il y en a en Corse, il y en a à Malte, il y en a en Angleterre, il y en a en Espagne, au Portugal, au Danemark. Dans le Val d'Oise. Voilà, dans le Val d'Oise. Il y en a en fait beaucoup, mais avec une concentration maximum ici. Alors à Carnac, un petit peu au sens large, entre la presqu'île de Quiberon qui est par là et la presqu'île de Rhuys de l'autre côté du golfe du Morbihan. On est ici en face de la plus grande concentration au monde de mégalithes. Alors pourquoi ici ? Ça c'est vrai que ça pourrait être une bonne question, c'est ce qu'on appelle une question ouverte parce qu'on n'a pas la réponse. Il faut imaginer simplement qu'ici il s'est passé quelque chose de suffisamment important pour que des hommes décident de bâtir ces grandes architectures. Alors évidemment ils n'ont pas fait ça en 8 jours, ça s'est étalé dans le temps.
D'après les chercheurs, c'est plusieurs siècles de construction, même si on n'a pas encore établi la chronologie. On ne sait pas par quel bout ils ont démarré. Est-ce qu'ils ont démarré plutôt par là, plutôt vers l'est, les deux en même temps? On n'a pas cette finesse d'analyse encore aujourd'hui, mais ça s'est quand même étalé dans le temps. Et donc, la grande affaire du néolithique, c'est la sédentarisation. Jusqu'alors, les peuples préhistoriques étaient nomades, chasseurs, cueilleurs, prédateurs. On prélevait dans la nature de quoi subvenir à ses besoins. Au néolithique, on va choisir un territoire et sur ce territoire, on s'installe. C'est la définition de la sédentarisation. On a un habitat fixe, c'est-à-dire qu'on va bâtir des maisons. Alors c'est pas ça, on n'est pas en phase de ruines d'habitat. L'habitat néolithique, on le connaît, même si on ne l'a pas retrouvé ici, on le connaît. Ça ressemble plutôt à des huttes, à des cabanes. C'est en terre, en bois, en peau, mais ce n'était pas en pierre. Et puis surtout, avec cette sédentarisation, on va développer deux grandes techniques, l'agriculture et l'élevage. C'est-à-dire que de chasseurs, cueilleurs, prédateurs, ces groupes deviennent producteurs. Ça veut dire qu'il faut imaginer des zones avec un habitat. On se met aussi à défricher pour pouvoir pratiquer une agriculture. Et puis à d'autres endroits, ils bâtissent ça. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est la première fois que ça arrive dans toute l'histoire de l'humanité. Les hommes au néolithique transforment le paysage. Aujourd'hui, les chercheurs parlent d'aménagement du territoire, ce qui peut nous sembler un peu moderne. Mais les premiers à avoir fait ça, ce sont les hommes du néolithique. Imaginez, avant que les néolithiques n'arrivent ici, le paysage n'était pas comme ça. À partir du moment où ils se sont installés, ils ont commencé de bâtir ces architectures et le paysage a été transformé quasi définitivement. Plusieurs milliers d'années plus tard, les pierres sont encore là. Est-ce qu'ils avaient conscience de ça, eux? Est-ce qu'en dressant ces pierres, ils se disaient, ils pouvaient imaginer 6000 ans après qu'il y aurait des groupes comme ça qui essaieraient de comprendre le message? Peut-être pas de cette façon-là, mais s'ils ont choisi la pierre comme matériau de construction, c'est qu'ils avaient certainement envie de laisser une trace, une marque. Alors c'est assez d'actualité, les néolithiques subissaient des choses, des chaos naturels, des tremblements de terre, des tsunamis. Qu'est-ce qui reste après tout ça? La pierre. Et ça faisait déjà très longtemps que les hommes de la préhistoire avaient observé le côté quasi indestructible de la pierre. D'où cette idée de bâtir cette architecture, effectivement, en pierre. Alors, évidemment, on peut se poser des questions par rapport à ça. Si on pense que la construction s'est étalée dans le temps, a duré plusieurs siècles, est-ce qu'on peut s'imaginer que quand ils ont démarré la construction, parce qu'ils ont dû se transmettre les techniques de génération en génération, et puis aussi les motivations. Il faut quand même être un peu motivé pour faire ça. Est-ce qu'on peut imaginer qu'au début, ils avaient une espèce de plan, d'image, de ce à quoi ressemblerait le site à la fin de la construction? Ou pas? Est-ce qu'on peut se dire que peut-être c'était simplement un effet de copie? À savoir, les anciens dressent des pierres. Bon, alors il faut dresser des pierres. Après tout, nous aussi, on copie un peu les modes de vie des parents. Est-ce que quand ça s'est arrêté, ils ont estimé que c'était fini? Ou bien ils n'ont plus besoin de ça? D'accord? On n'a pas les réponses. Mais ces questions-là, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent justement la complexité de la motivation de ces hommes préhistoriques par rapport à ces architectures. D'accord? Alors on va bouger un peu, profiter quand même un petit peu du site. Et puis on va essayer de déterminer qui étaient ces préhistoriques. Je vais vous demander, par rapport au grand menhir de Locmariaquer, Ouais. Les alignements de Karnak, c'est de la même époque? C'est un petit peu après. Tout à fait néolithique, c'est quelques siècles après. C'est quelques siècles après les alignements de Karnak. 4500, oui, le grand menhir a été dressé avant. Ouais, j'ai cru comprendre qu'en fait, par ma petite connaissance, qu'on va dire que le grand menhir, c'est un peu le premier. Enfin, les premières traces qu'on a sur la région ici, en tout cas. Voilà, à peu près. On a retrouvé des tombes sans prétention, quoi. Un petit peu plus anciennes, mais c'est plutôt effectivement
au 5e millénaire. D'accord. On a retrouvé un petit peu des tombes. Quand vous dites 5e millénaire, avant Jésus-Christ, donc 7000 ans quoi. Ah bah 5e millénaire après, on n'y est pas encore. Ah, On est qu'en 2017. oui, hein. oui, non mais Donc, c'est forcément allez-y. avant. Hein. Oui, Bien sûr. pardon. On a retrouvé quand même des sépultures qui datent de ce qu'on appelle le mésolithique, c'est-à-dire de la période d'avant, ouais, moins 10 000, moins 6 000 à peu près. Donc il y avait quand même des constructions un petit peu avant. Mais les grandes architectures comme ça, avec les pierres, c'est plutôt effectivement. le grand menhir moins 7000 ans quoi. Par rapport à nous aujourd'hui quoi. Oui, c'est ça, à peu près quoi. Oui, presque c'est. Vers moins 3000. Hein. Oui, alors Donc c'est les pas loin, pyramides, c'est pas loin, quoi. les pyramides. Ah c'est plus récent hein, les Oui, pyramides. oui, mais les c'est pas pyramides les loin plus anciennes, d'eux, hein. c'est plutôt fin du néolithique. Fin du néolithique, Oui, oui, plutôt c'est quand entre même, 2500 et oui, c'est pas loin, oui, c'est pas loin. C'est même surprenant. Hein. Bah alors, c'est surprenant, oui et non. Ces néolithiques, ils sont partis d'Asie mineure. Vous Oui. avez vu, ils ont mis plusieurs milliers d'années pour arriver jusque-là. Ils ont emmené leurs moutons, ils ont emmené le blé, ils sont partis avec leurs connaissances. Des peuples qui bougent partent avec ce qu'ils savent. Oui, Ceux qui restent évoluent plus vite. D'accord ? oui. Donc, et puis avec aussi d'autres influences qui arrivent d'ailleurs, et du coup qui fait que les choses sont différentes. Ah C'est oui, aussi pour ça. oui, d'accord. C'est aussi pour ça. Alors, qui étaient ces préhistoriques? Alors, en fait, c'était des gens comme nous, on leur ressemble beaucoup, ça c'est peut-être décevant hein, pour vous, mais c'était des homo sapiens hein, comme nous, c'est-à-dire ils avaient un cerveau, ils savaient s'en servir comme nous. Il faut imaginer des groupes parfaitement dans la maîtrise. Dans la maîtrise de leur environnement, ils savaient tirer parti de tout ce qu'ils avaient autour d'eux. C'était des grands observateurs qui trouvaient des solutions. On parle de groupes tout à fait organisés, structurés. On parle même de hiérarchie néolithique. La hiérarchie, ça évoque le chef. Pourquoi est-ce qu'on parle de hiérarchie? Parce que on sait qu'il y avait une hiérarchie, parce qu'on a retrouvé des tombes de chefs. On n'a pas beaucoup de certitudes, on en a une ici à Carnac. On n'est pas dans un cimetière. On pourrait penser ça finalement. Parce que quand on regarde et quand on compare avec nos cimetières, dans nos cimetières, on a une pierre, une tombe en dessous, une pierre, une tombe. On pourrait se dire, tiens, ça peut être ça. Or, on connaît le monde des morts, on construit autre chose, d'autres structures pour inhumer les défunts au néolithique. Et donc, on a retrouvé des tombes de chefs. Alors, c'est quoi la tombe d'un chef? C'est évidemment une tombe plus grande que les autres, avec un mobilier funéraire plus riche. La difficulté en Bretagne, c'est qu'on ne retrouve pas, ou alors vraiment dans des situations un peu particulières, on ne retrouve pas les os. Le sol est trop acide et ne conserve pas les squelettes. Donc ce qu'on retrouve dans les tombes, ce sont les cadeaux faits aux morts. Alors évidemment, plus la tombe est importante, plus les cadeaux sont nombreux, voire précieux, plus évidemment on peut estimer que c'était un chef. D'où cette idée de société hiérarchisée. En même temps, si on réfléchit un petit peu, l'idée de la hiérarchie, c'est pas forcément saugrenue. Parce que peut-être pour entreprendre ce type de construction, il faut peut-être imaginer une, plusieurs personnes suffisamment charismatiques, voire autoritaires. Est-ce qu'ils étaient obligés de le faire? On ne sait pas, peut-être que oui. Et qui insufflaient comme ça le mouvement en disant allez, c'est dimanche là. Donc l'idée effectivement du chef qui entraîne les troupes, du leader, peut effectivement entrer en ligne de compte. On sait même aussi qu'il y avait certainement des spécialistes au vu des objets qu'on a étudiés et la finesse d'exécution de certains objets. On se dit que tout le monde ne pouvait certainement pas faire ça. D'où cette idée aussi de spécialistes. Donc des groupes vraiment organisés. Alors par rapport aux fouilles, les toutes premières fouilles qui ont été réalisées à Carnac remontent au 19e, c'est 1811. On va fouiller et on va fouiller pendant à peu près 150 ans. Les dernières fouilles, alors je dis Carnac, je parle des alignements. Les dernières fouilles, c'est 1948. Ça veut dire que ça fait 70 ans qu'on n'a pas fouillé les Carnac. Imaginez depuis 70 ans, les techniques de fouille ont largement évolué. On entreprendrait une nouvelle campagne de fouille, on arriverait certainement à affiner le propos. Ça ne se fait pas, voilà, c'est comme ça.
Mais on a commencé à s'intéresser à ces pierres, je vous disais, au début du 19e. Alors, les pierres ont toujours été là, toujours visibles. On n'a pas découvert Carnac comme on a découvert les ruines de Pompéi au 18e. Mais la découverte de Pompéi au 18e, les campagnes d'Égypte, fin du 18e, ont fait qu'on a commencé de s'intéresser à ces vieilles architectures. Et à partir du moment où on commence d'étudier ces vieilles architectures, on commence de comprendre les modes de vie des civilisations passées. Et donc il y a ce goût-là pour les vieilles pierres qui arrivent comme ça. Alors au début, les premiers fouilleurs, ils ne sont pas là pour faire évoluer le propos. L'idée, c'est de se dire, on fouille, peut-être qu'on va trouver des objets, on va peut-être s'enrichir, et puis l'idée, c'est plutôt ça. Il faudra attendre plutôt la deuxième moitié du 19e pour qu'on commence de faire des fouilles un peu plus scientifiques, avec vraiment cette volonté de comprendre. Les premiers fouilleurs, je vous dis, on les appelle des antiquaires, d'ailleurs. Voilà. Ah oui. Donc il y a eu des fouilles un peu destructrices, forcément, comme toute fouille d'ailleurs, mais après l'arrivée de la photo a fait qu'on pouvait prendre un cliché du lieu avant la fouille, pour qu'après la fouille, on puisse restituer le lieu à peu près dans son état d'origine. C'est un peu le principe encore qui est en vigueur aujourd'hui. Alors, comment est-ce que ces hommes ont fait pour dresser ces pièges? On n'a que des outils en pierre. On ne connaît pas le métal. Le néolithique, c'est la dernière période de l'âge de pierre. Après, on va basculer dans l'âge des métaux, mais le néolithique, on ne connaît pas le métal. Comment est-ce qu'ils ont fait et comment nous, aujourd'hui, on sait comment ils ont fait? Depuis une trentaine d'années, les chercheurs pratiquent ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'ils essayent de se replacer dans les conditions des hommes du néolithique. C'est difficile parce que nous, on raisonne avec notre cerveau d'homme, enfin quand je dis homme, c'est avec un grand H, bien sûr, homme et de femme du 21e siècle. Il faut essayer de se replacer dans les conditions de ces hommes préhistoriques. Et donc, les archéologues, en vue des objets qu'ils avaient retrouvés, ont refabriqué ces objets et puis ont fait des essais pour essayer de comprendre comment on pouvait extraire un morceau de granit, le redresser, voire le déplacer. Et effectivement, ça marche. Peut-être qu'on ne saura jamais 200%, c'est exactement comme ça que eux faisaient, mais en tout cas, avec les outils dont ils disposaient, ces techniques fonctionnent. C'est quoi l'idée de ces préhistoriques? C'est donc de détacher un morceau de granit du substrat et puis ensuite de le redresser pour que ça devienne ce que nous aujourd'hui on appelle des ménites. Ici c'est du granit local. D'accord? On voit bien, moi j'aime bien venir là parce que d'abord il y a le site et puis aussi on voit que ça c'est pas un menhir enfoui, c'est la roche. Le substrat est très près de la surface du sol. Donc on a prélevé les blocs soit depuis l'époque qui émergeaient déjà en surface, puis on les a débités, soit on va les chercher dans le sol. Alors on pourrait se dire, ben voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait ça ici, parce que la roche était très accessible. Peut-être, sauf que on sait que ce n'est pas la condition sine qua non, parce qu'il y a d'autres sites où on sait que certaines pierres ont été bougées, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres. Comme sur le site de Stonehenge en Angleterre, qui est un site très connu, qui a été très étudié. Donc on sait exactement ce que c'est. Stonehenge, c'est un temple qui honore les solstices. C'est une construction, alors c'est en cercle, c'est des portiques comme ça. Vous tapez Stonehenge sur internet, vous verrez la photo, c'est des portiques comme ça qui forment un cercle. Et on sait qu'il y a certaines parties de Stonehenge, certaines pierres de Stonehenge qui proviennent d'un site qui est situé à 240 km. Alors en même temps c'est en Angleterre, c'est très anglais. Je plaisante, pas d'anglais, je plaisante. On se dit mais pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher des pierres à 240 km? Ça semble incroyable quand même. En même temps, les pierres, elles ont effectivement été transportées. On peut peut-être se dire qu'ils ne sont peut-être pas allés les chercher aussi loin. On peut peut-être penser qu'on leur a apporté. Quand on a commencé la construction de Stonehenge, peut-être que cette idée-là s'est répandue. On construit un grand temple qui honore les solstices, où on va faire des grandes cérémonies. Peut-être que des groupes qui habitaient loin ont voulu participer à la construction pour dire nous on fait partie de ça, on est d'accord, on participe et on amène un cadeau. On peut penser
avancer dans les deux sens. Le résultat est que les pierres, elles sont quand même là. Ici, c'est vraiment local. D'accord ? Donc, l'idée pour détacher un morceau, on peut s'appuyer sur les fissures. Toute pierre présente des fissures naturelles, qu'on appelle des diaclases. L'idée, ça va être donc d'agrandir les fissures pour essayer de détacher un morceau. On va prendre une pierre qu'on appelle un percuteur. Et puis avec cette pierre, souvent c'est du quartz, hein, les percuteurs, parce que c'est plus dur que le granit. On va comme ça taper dans la fissure jusqu'à agrandir la fente. Quand la fente est suffisamment large, on met dedans un morceau de bois qu'on va ensuite mouiller. Le bois mouillé gonfle, hein, et exerce une pression et à un moment donné, ça éclate. On peut accélérer le processus en chauffant la pierre, en versant de l'eau froide, il y a un choc thermique qui se produit. On peut aussi imaginer que peut-être ils faisaient ça l'hiver, d'abord parce qu'ils sont moins occupés aux travaux agricoles, et puis le gel aide la pierre à se casser plus facilement. Donc on a notre pierre qui est détachée. Après, il faut la redresser. Chaque menhir repose dans un trou qu'on appelle la fosse de calage. Et ce trou, il n'est pas profond, c'est à peu près 1/10 de la hauteur du bloc. 1/10 dedans, 9/10 dehors. D'accord ? Donc c'est juste pour trouver un équilibre pour la pierre. On creuse le trou, puis avec des cordes, on sait tresser des cordes avec des végétaux, avec du chanvre, avec du jonc, enfin, ce qu'on trouve. Et puis avec des leviers en bois, on redresse comme ça la pierre dans la fosse de calage. Et puis on stabilise en bas avec des petites pierres. C'est tout ce qu'on a retrouvé au pied des menhirs. Il n'y a rien d'autre. Les pierres ne sont pas sculptées, ne sont pas retravaillées, en tout cas pas ici. Et puis en même temps, il n'y a pas de gravure non plus. Il n'y a pas un menhir de Carnac qui présente une gravure. D'accord ? Alors quand on observe un peu ce qui se passe là autour, on voit quand même que les pierres ne semblent pas avoir été mises comme ça n'importe comment. Hein, et ça induit forcément un déplacement. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer que toutes les pierres aient forcément été extraites et dressées juste à côté. Si ça correspond à une ou plusieurs, on va y venir, organisations, ça veut dire qu'on a forcément bougé ces pierres. On fait bouger les blocs, il y a plusieurs techniques. Pour les plus petits, on peut imaginer qu'on pousse, qu'on tire comme ça sur le sol. Pour les grands, il y a plusieurs... déplacement. Alors imaginez une grande pierre comme ça posée par terre, par rapport à son centre de gravité, on va la faire pivoter, comme ça. Les chercheurs appellent ça le déplacement en crabe. Hein, le crabe qui marche un peu de travers, comme ça. Donc on met un levier, on fait un mouvement de rameur, comme ça fait pivoter la pierre, on va de l'autre côté. Alors c'est un peu long, mais ça marche. Hein. On peut imaginer que pour faire ça, ils doivent peut-être préparer un peu le terrain. Ce mode de transport ne correspond pas à un terrain très accidenté. On peut imaginer que peut-être ils faisaient glisser la pierre sur de la vase, de la boue, des algues, des végétaux mouillés, voilà, différents systèmes. Il y a un autre système qui consiste à fabriquer des rails. Imaginez ce qu'on appelle ça un berceau ou un fardier, ça ressemble un peu à un radeau en fait. Des morceaux de bois mis dans les deux sens, et c'est sur cette espèce de plateau qu'on va poser le menhir parallèle au rail. Et puis avec une corde, on va tirer sur le fardier et ça fera rouler les rondins comme ça sur les rails et on arrivera à avancer. Alors ça va pas très vite en même temps, mais ça marche. Alors évidemment pour faire ça, il faut couper les arbres, enlever l'écorce pour réduire le frottement, faire les rondins, fabriquer le berceau, tailler le menhir, faire la corde. Ça veut dire que quand même, c'est pas spontané. Ils n'ont pas tout d'un coup une idée lumineuse dans leur baignoire, se dire ah, ça y est. Ça veut dire qu'eux aussi ont dû forcément faire des tas d'essais pour avoir des méthodes de déplacement qui fonctionnent. Alors nous, on travaille avec les enfants dans l'année des classes. Hein.
On a reconstitué à côté du site de Carvario, pas très loin, on a ce qu'on appelle un plateau pédagogique, où avec des archéologues, on a reconstitué 6 modules de transport différents. On a 6 techniques de transport différents. On a une pierre à menhir qui fait presque 2 tonnes, d'accord, 2000 kg. Une classe d'enfants de CE2, alors CE2 c'est comme ça, 8 ans, arrive à faire bouger avec la technique de la corde. Ça vous montre qu'on n'est pas obligé d'être des super balèzes pour bouger une pierre, une fois qu'on a la bonne technique. C'est pour ça que cette idée de spécialiste est intéressante. Vous, j'imagine que dans votre domaine, vous êtes spécialiste de quelque chose, évidemment, vous êtes bien plus doué pour pratiquer la technique que le voisin qui ne connaît rien du tout. Une fois qu'on a la bonne technique, ça marche. Il y a une pierre qui fait 1800 kg, qu'on bouge à 4, avec ce système de rails, de rondins, de berceaux, de pierres, sauf que dans les rondins, on a fait des trous. Et dans ces trous, on met des grands leviers en bois. Et donc avec un mouvement de rameur, comme ça, on bouge la pierre à 4. Vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir effectivement de grands espaces. Alors, la plus grande pierre jamais retrouvée en Europe, elle n'est pas à Carnac, elle n'est pas très loin, elle est à Locmariaquer. Locmariaquer, c'est à 12 km dans cette direction-là. Aujourd'hui, c'est un petit village sur lequel il y a un site néolithique tout à fait majeur, intéressant, qui s'appelle le site de la Table des Marchands. Locmariaquer, aujourd'hui, c'est un bourg à l'entrée ou à la sortie du golfe du Morbihan. Quand on est sur le site de la Table des Marchands, c'est très joli parce qu'on voit la mer, on est sur un promontoire, on domine, c'est assez beau, voilà. Sauf que Locmariaquer, au néolithique, n'était pas au bord de la mer. Il y avait une différence de géographie entre aujourd'hui et le néolithique. Carnac, aujourd'hui, est au bord de la mer. L'océan, à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau dans cette direction-là, l'océan est assez près. Ce n'était pas le cas à l'époque du néolithique parce que le niveau de la mer était plus bas que le niveau actuel. Alors pas comme la marée basse, comme ça, profondeur d'environ 6 à 8 mètres de différence. Ça veut dire plusieurs kilomètres de distance. Les îles de Ouin, d'Edic, vous regardez ça sur une carte, qui sont des îles larges du Morbihan, là, c'était pas des îles néolithiques. Voilà. C'était des collines. Imaginez une espèce de grande baie comme ça. Donc le niveau de la mer était différent. Il n'y avait pas d'eau dans le golfe du Morbihan. Le néolithique, c'était une grande plaine arrosée par des rivières, qu'on connaît encore aujourd'hui, puis avec des collines, des points plus élevés qui allaient devenir les îles du golfe. D'accord ? Donc une géographie un petit peu différente. C'est certainement à cause de cette géographie qu'on n'a pas retrouvé les traces des bâtisseurs. On ne sait pas où vivaient ceux qui ont construit ça. Alors, soit on n'a pas fouillé au bon endroit, évidemment, ce qui pourrait expliquer, soit parce que les traces seraient aujourd'hui sous l'eau. Depuis le néolithique, le niveau de la mer ayant remonté. Et on n'a jamais fait de fouilles sous l'eau. Alors, des fouilles sous l'eau, non. Déjà, on n'en fait pas sur Terre, alors imaginez sous l'eau. C'est vraiment pas à l'ordre du jour. Mais quand on est dans le golfe du Morbihan, en bateau, à marée basse, autour de certaines petites îles, on voit des mégalithes. On sait qu'il y a des choses, effectivement. Alors, ce grand menhir qui est donc à Locmariaquer, qui est le plus grand menhir jamais retrouvé. Aujourd'hui, il gît par terre, cassé en 4 morceaux. On l'appelle le grand menhir brisé. C'est vrai, il est grand, il est cassé. Le grand menhir brisé. Il a été dressé alors 4600, 4500 avant notre ère, un peu avant ça. Quelques siècles avant ça. Et quand il était debout, ce grand menhir mesurait 20 mètres 52. C'est une pierre gigantesque pour un poids estimé entre 300 et 330 tonnes de granit. En plus, ce menhir, il a été taillé. Alors vous voyez les menhirs de notre copain gaulois, là, avec ses nattes, là, voilà, il a cette forme-là. Il a été retaillé, on lui a donné cette forme un peu oblongue, comme ça. Et dessus, il y a des gravures. Cette pierre, donc, a été dressée à cet endroit-là, là, à Locmariaquer, là. C'est un granit un peu différent de celui-là, le granit du Grand Menhir. Il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus blanc aussi. Et on appelle ça de l'orthogneiss. Or, il se trouve qu'à Locmariaquer, de l'orthogneiss, il n'y en a pas. D'après les chercheurs, il y a 2 gisements probables d'où a pu être extrait ce bloc. Ces 2 gisements sont situés tous les deux à une dizaine de kilomètres. Il y en a un entre Auray et Vannes au nord, et puis il y en a un autre dans la presqu'île de Ruiz à l'est. Ça veut dire
que ces hommes du néolithique sont allés extraire cet énorme bloc à 10 km et puis l'ont ramené pour le dresser là particulièrement. Ça indique forcément quelque chose. Ils avaient quelque chose à dire. Imaginez dans un environnement assez dégagé, un peu en hauteur, dresser une pierre qui fait 20 mètres de haut, c'est forcément comme un signal. C'est comme un phare finalement, il n'y a pas la lumière en haut, mais on a envie que cette pierre soit vue de loin. Qu'est-ce qu'on cherche à dire? Est-ce qu'on a peur de quelque chose? Peut-être des souffles des baleines qu'on a vus au large, ou bien d'autres groupes là qui voudraient venir prendre le territoire, ou peut-être prendre les richesses, puisque on est producteurs, on fait des réserves, hein, on va faire de la poterie pour conserver les graines, plein de techniques qui découlent de la sédentarisation. Qu'est-ce qui se passe quand sur un territoire il y a des richesses qui sont produites? On n'a pas du tout évolué hein, depuis 6000 ans, toujours pareil. Hein. Les voisins convoitent les richesses. Hein. Donc l'idée de dresser une grande pierre comme ça pour dire aux autres vous avez vu, comme on est costaud, ici le territoire est occupé, ça rentre peut-être en ligne de compte. Est-ce qu'ils ont voulu établir une espèce de conversation entre les divinités du dessous et les divinités du dessus? Une espèce de lien comme ça, peut-être qu'ils pensaient que ce grand menhir allait toucher le ciel. On sait que les préhistoriques ont des croyances. Longtemps avant le néolithique, les préhistoriques croyaient déjà, avaient déjà des divinités, honoraient, avaient des rituels. D'accord? Quand on est agriculteur et qu'on plante une graine, on plante la graine et on sait qu'on va faire la récolte. Pour que la récolte soit bonne, peut-être qu'il faut offrir aux divinités du dessous qui font sortir la graine, qui aident la graine à pousser, qu'on ait une belle récolte, et puis ils ont raison de le faire, ça marche, ça pousse. D'accord? Il y a forcément un message. Qu'est-ce qui fait que les hommes se transcendent? Si on réfléchit encore aujourd'hui, deux choses, et que deux choses. Alors en bien ou en mal, hein, dans les deux sens. Mais si parfois les hommes se dépassent dans des travaux, dans des entreprises qui sont incroyables, c'est soit parce qu'ils ont très peur de quelque chose, soit parce qu'ils croient très fort en quelque chose, soit les deux. C'était une motivation extrêmement puissante. Alors quand on observe ici, pour essayer de comprendre le message, pourquoi ils ont fait ça, à quoi ça pouvait servir, il faut essayer de regarder en grand l'ensemble de l'architecture et pas seulement regarder les pierres. Quand on regarde le site, qu'est-ce qu'on voit dans l'organisation? Il y en a une déjà qui est assez évidente. Hein. Les fils, on parle d'alignement. Alors aujourd'hui, les chercheurs parlent de barres de stèle. Plutôt que d'alignement, alignement c'est plutôt 19e. Aujourd'hui, on dit des barres de stèle. Alors on voit ces fils comme ça, hein, plus ou moins parallèles, qui s'étirent. Alors on va faire pour simplifier. Qui s'étirent sur à peu près 4 km. Les trois sites sont organisés pareil. Hein. Ils sont tous dans la même direction. À peu près, pas tout à fait. Si vous regardez le plan, c'est pour ça que je dis à peu près ouest, est ou est-ouest. D'accord. Le site de Carlescan, il est un peu nord-ouest, sud-est, et après ça s'infléchit un petit peu plus. Sachant que l'est néolithique n'est pas notre est à nous. D'accord? Depuis le néolithique, l'axe de la Terre a un petit peu bougé, donc c'est pour ça que je vous dis ça pour simplifier, c'est pas exactement ça. Mais c'est la première organisation qu'on observe. Il y en a une autre. Est-ce que vous avez repéré? Exactement. On s'aperçoit que vers l'est, les pierres sont toujours plus petites que vers l'ouest. Ça veut dire qu'on a construit le site par ordre croissant si on est parti de là, ou décroissant si on est parti de là. Il y a encore une autre organisation. Alors l'espace, c'est vrai que l'espace entre les fils semble assez régulier. Aujourd'hui, les chercheurs essaient de voir s'il n'y a pas une espèce d'allée centrale. En revanche, l'espace entre les pierres, ça change. Des fois c'est près, des fois il y a des grands trous. Alors évidemment, pour être sûr, il faudrait fouiller entre chaque menhir. Si on retrouve la fosse de calage, on va parler d'un manque. Il y avait un menhir qui a disparu. S'il n'y a pas de fosse de calage, on peut parler d'un vide. Il n'y a jamais eu de menhir à cet endroit-là. Alors évidemment, on ne fouille pas. Alors on ne peut pas savoir, mais on peut simuler. Depuis un peu plus de 10 ans, l'ensemble
l'information des sites a été numérisée. Tout ça s'est passé dans une base de données informatique et avec l'ordinateur, on peut simuler. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, ici, il y a un menhir tous les 3 mètres. Et donc, on va voir apparaître sur l'écran l'image. Ça peut aider l'interprétation. Il y a encore une autre organisation. Alors, les femmes, c'est plus aléatoire, hein, parce que évidemment, ça peut être dû à l'érosion, ça peut être dû à l'activité humaine a posteriori. Les pierres, elles sont mises comme ça, de profil. On voit bien que c'est le grand côté là qui fait face. Elles auraient pu être mises comme ça, après tout. Or, on remarque qu'elles sont comme ça. Et là, ça montre peut-être cette volonté d'alignement. Si on veut s'aligner, nous, on va se mettre comme ça, assez naturellement. Les deux côtés plats, enfin plus ou moins plats, ce côté-là, ça montre cette volonté d'alignement. Mais ça refait quasiment des alignements dans l'alignement en fait. Parce que Alors, là, moins, mais un quand peu. même. Mais effectivement, un petit peu, mais c'est moins net, on va dire. Mais ce qui fait toute la particularité de Carnac, c'est qu'au bout des fils, à l'ouest, les pierres ne sont plus comme ça. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on observe, les pierres comme ça. Là-bas, elles sont plus comme ça. Elles sont perpendiculaires, elles se touchent et elles forment un lieu fermé, qu'on appelle une enceinte mégalithique. On va aller voir, hein, on a ce lieu fermé, à l'intérieur duquel on a retrouvé des poteries qui, pour les chercheurs, sont des pas ça. On pense en fait qu'ici, les néolithiques pratiquaient un culte, un rite, une religion nouvelle, en tout cas quelque chose qui est lié à leur spiritualité. D'accord ? Alors, quelque chose de cultuel. Ça veut dire que si on regarde l'organisation, l'architecture dans son ensemble, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des fils de pierre qui délimitent des allées, qui conduisent à un endroit un peu élevé, fermé. D'accord ? C'est un peu le même plan qu'on retrouve aujourd'hui dans une église. On rentre dans une église, on a une allée, puis au bout le chœur, avant le chœur, c'est toujours fermé. Hein, il y a des sanctuaires en Égypte, on a aussi une allée, des colonnes, puis le sanctuaire comme ça fermé. On est peut-être ici dans un plan d'organisation spirituelle qu'on va retrouver qui sera une espèce d'archétype, de stéréotype d'architecture culturelle, religieuse, l'association de ces deux organisations, les allées et les enceintes. Voilà, quelque part, ça veut dire qu'il faut vraiment regarder l'ensemble. Quand on vient regarder, tout le monde regarde les pierres, évidemment. Mais il ne faut pas regarder que les pierres. C'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien. Et si cette architecture fait sens, c'est parce que justement, il y a cette organisation. Ils auraient pu mettre ça en plein, ils ont fait ça comme ça. Parce qu'il y a cette organisation. Quel était leur ressenti quand ils sont venus le menhir ? Est-ce que pour eux c'était une ouverture, un passage, ou bien au contraire une barrière, un obstacle ? On ne sait pas comment procéder. Mais il y a forcément un lien entre les pleins et les vides. D'accord ? Et c'est ça qui est assez intéressant. Ce qu'on peut aussi imaginer, imaginez les menhirs peints. C'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé de traces de peinture qu'il n'y en avait pas. Et si déjà on se pose cette question-là, si on imagine une ligne rouge, une ligne marron, une ligne noire, ben déjà la vision du site est complètement différente. D'accord ? Ils auraient même pu les illuminer, fixer des torches dessus. Et Ah bah, ils peut-être maîtrisaient le feu peut-être complètement, que le cordage. peut-être que c'était comme ça. Hein. Pourquoi pas, après, il fallait bien Sauf s'éclairer. Hein. On sait qu'il n'y avait pas de construction définitive. Parce qu'on n'a pas retrouvé de trous de poteaux pour des constructions pérennes. Mais on peut effectivement imaginer autre chose. Alors justement, on va aller par là, vous allez voir. On va changer Est-ce qu'on d'ambiance. pourrait penser, par exemple, qu'une famille vienne ériger sa pierre dans un but Ben, ça semble un peu par rapport à la taille du site, puis à la façon dont on en retrouve ailleurs. Il y a quand même ce lien entre les fils, les enceintes, on va retrouver des poteries. On pense vraiment aujourd'hui plutôt qu'on est dans un lieu cultuel. Oui, mais il
Alors pourquoi pas imaginer justement Carnac comme un lieu de pèlerinage? Pourquoi pas imaginer que tous les X temps, on convergeait comme ça ici pour pratiquer ensemble un grand lieu de pèlerinage? Dans toutes les religions, il y a des lieux assez spécifiques. À ce moment-là, on appelle la pierre. Ah ben non, parce que la pierre, la pierre elle est locale. Mais la pierre, ils sont jamais en 10 000 ans. Les menhirs, ils ont dû tomber. Ah bah oui. Ils ont dû être repositionnés Alors, par les hommes. Je vais vous montrer, il y en a certains qui ont été redressés. On a une trace de manipulation. Parce que là, sur tout ce qu'on voit là, par exemple, Bien sûr, il y a peut-être 70% qui est tombé, qui a été remis tout à fait, tout à fait. du coup d'une façon Tout à fait. peut-être un peu différente. Alors c'est pas 70%, c'est J'ai- 1/5 des pierres. Je vais vous montrer. Ah ouais, Je vais vous montrer une trace. Qui monte à peu près avec. merci pour la réponse. Le nombre de personnes qui ont travaillé sur le site, et si c'est un lieu de pèlerinage, c'est énorme, je trouvais qu'il y ait une population énorme. 1/5 des pierres qui étaient tombées. Je reviens. Ça commence à flotter. On va aller regarder cette pierre qui est là. 1/5 des pierres qui étaient tombées finalement. Oui. Ok. Enfin, Ah. 1/5 des pierres qui ont été redressées. Redressées, Je vais vous ouais. montrer une trace. On va regarder celle-là. Ok. C'est bon, on n'a rien à faire. Même pas encore à l'autre. Vous êtes étranger, pas français? Ah, vous comprenez quand même? Moi je comprends. Et Donc vous traduisez un peu. Alors, cette pierre, vous voyez, elle est par terre. D'accord? Et on voit bien que si on la redresse, on ne va pas faire ça aujourd'hui, hein, elle fait partie de cette file-là. Ici, on voit le creux, la fosse de calage. Donc, on imagine effectivement la pierre comme ça. Mais sur cette pierre, ce qu'on remarque surtout, c'est ces trous au milieu, qu'on appelle des traces de débitage. On a cherché à couper cette pierre en deux. On n'a pas fini le travail, manifestement. Et ça, c'est vraiment des traces d'activité humaine postérieure. Aujourd'hui, les chercheurs ils sont capables de déterminer avec quel type d'outil ça a été fait. Ça, c'est avec des outils métalliques qui montrent que les hommes sont venus prélever des pierres. Vous avez perdu. Et sur le... Avec des métaux alors, ils auraient fait ça. Ah ben, avec des... À l'âge du- au Moyen-Âge peut-être. Ah oui, oui, oui. Ou même au 19e. Oui, On a des factures de carriers au 19e qui viennent débiter les blocs et qui vendent les pierres. À une époque où les fouilles déjà c'est les derniers. Ouais, c'est pas étonnant de toute façon. Donc voilà. Même encore aujourd'hui, je suis sûr qu'il y aurait du vol si c'était pas fermé, il y aurait des Alors, gars qui seraient capables de la ramener un. fermeture c'est 1992. Ah ouais. Et quand on regarde avant la fermeture, il n'y a pas de graffiti, le site est pas. Alors, il est classé monument historique en même temps. Donc il y a quand même une espèce de respect et de classement, mais le site n'a jamais été vraiment dégradé. Il n'y a pas eu de tag, Heureusement, il n'y a pas eu ça. Alors, on va avancer par là, on peut prendre l'allée qu'on veut.
Ah, elles sont plus hautes ici. Hein. Nettement, hein. Ah ouais, nettement, on voit bien le... Vous entendez, vous êtes de la Réunion? Hein? Non, je rigolais, je taquinais la fille, je dis 99 pour rigoler. Ah bon? Ouais. Mais parce qu'elle rentre ça dans l'ordinateur Ah ouais? en même temps. Bah oui, Ah c'est ouais? pour ça que je vous pose la question, parce que sinon... Bah, comme ça fait un peu de gens de la Réunion, comme ça fait de la... C'est bien, comme ça change des... Il y a toujours des Parisiens, des Niçois, ou, des gens des Vosges non, qui viennent ici, visiter. Ici, il y a vraiment des... Ouais, Mais, mais moi, hein. Non, mais souvent c'est toujours la même question, je trouve ça bien lourd des fois cette question. Ah mais non, mais c'est pour L'autre jour, les... je vais acheter un ordinateur, vous êtes de quel département? Mais non, mais va. ça c'est pour des... Non, mais je ici, sais. c'est pour les statistiques. Et Mais je voir travaille dans la vente, je suis habitué et à voir tout ça. la fréquentation. Ouais, C'est pour ça je lui que dirais c'est, 95, mais c'est trop tard de toute façon maintenant. Ah bah La oui, stat, tout à elle est fait, rentrée. Bon, c'est la France. Ah bah oui, tout à fait. Et là, on passe à des morceaux de 4 mètres, hein, 5 mètres, hein, facile. Ouais, ouais. Ah, on voit nettement l'alignement là. Ouais, ici, on voit bien la différence. Alors, par rapport à ce que vous disiez tout à Oui. l'heure, sur certaines pierres, Ah, les peintures. il y a... Ah non, les peintures, on n'en a pas retrouvé. On en a retrouvé dans certaines tombes dans le Finistère il y a 3-4 ans. Il y a des chercheurs espagnols spécialistes des pigments, de la pigmentation, qu'on trouvait dans une tombe dans le grand cairn de Bardenez, c'est dans le Finistère Nord. C'est une tombe à couloir néolithique. Et ils ont trouvé des traces de couleur rouge et noir, alors que le domaine avait été fouillé, étudié, et ça n'avait jamais été visible. Et eux ont trouvé ça. C'est pour ça qu'on peut imaginer peut-être des peintures. Et vous avez ici là une espèce de point rouge. Ah oui. On a creusé la pierre et on a mis du ciment rouge là, dans le menhir. Il y en a encore, il y en a une autre en face là, hein. C'est toujours situé à peu près à 30-40 cm du sol. Et ça, c'est la seule trace de manipulation qu'on ait. Ça a été fait il y a à peu près un siècle, au début du XXe siècle. Zacharie Le Rouzic, qui est né à Carnac, il est né en 1863 ou 64. Enfin, voilà. Ouais. Il est mort en 1939, conservateur du musée de Carnac. Il a consacré sa vie à l'étude des mégalithes du Morbihan. Et lui a redressé des menhirs qui étaient par terre. Alors, vous avez vu, il y en a un là, celui qu'on a vu tout à l'heure. Les tremblements de terre, les activités humaines ont fait que des menhirs étaient tombés. Lui a observé la fosse de calage, il a remis le menhir dans la fosse de calage et il a marqué cette manipulation avec ce point rouge là. C'est tout à fait intéressant parce que pour les chercheurs aujourd'hui, cette pierre elle a été redressée. À eux de voir si elle a été remise dans le bon sens, voire dans la bonne orientation. Donc cette petite pastille rouge qui a l'air de rien est un assez bon indicateur. C'est presque 20% des pierres du site qui sont marquées en rouge. 20%. Un cinquième. Donc sur 3000, ça fait 600. C'est pas tout à fait ça, mais quelques dizaines près. Donc ça veut dire que le site a été restauré en quelque sorte au début du 19e. Les pierres ont été redressées. Alors aujourd'hui, s'il y en a qui tombent, on les laisse par terre, on n'y touche plus. Il y a 2 ans, il y a eu un tremblement de terre ici en octobre. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais ça arrive. Et à Carmario, il y a un menhir qui est tombé. Donc on l'a laissé par terre. Là, dans cette ligne-là, un peu plus loin, il y a un menhir qui est par terre et qui a un point rouge. Donc ça veut dire qu'il est redressé. Alors, quand on regarde ici, ah bah, il est bien carré. On va bouger un petit peu, sinon avec les camions on voit pas. On voit bien ces pierres-là, ces 3 pierres-là qui sont là. On voit bien qu'elles ne sont pas dans le même sens. On voit que ça continue ici, le long du pignon de la maison. On voit les pierres qui font comme ça. On est en face de l'enceinte. Et l'enceinte, elle continue, alors il faut se décaler, venez par ici. Derrière le camion, là-bas, au bout, on voit la fin de l'enceinte. Ici, ça forme une espèce d'ovale. Si vous voulez, à la fin, je vais vous ouvrir le portillon ici, hein, si vous voulez aller voir
les maisons les plus anciennes construites à l'intérieur de l'enceinte remontent à la fin du Moyen Âge. On a peut-être pensé que cette espèce de cercle là faisait une barrière naturelle finalement. Ben oui, alors voilà, ou une protection peut-être pour le bétail ou pour les enfants, ou on ne sait pas. Donc Ça on faisait a comme une commencé, clôture, quoi, finalement. voilà, on a commencé Ici, là. de construire à l'intérieur de l'enceinte. Mais on voit bien cette organisation quand même très différente des pierres. Oui. Là. Et justement, si vous ressortez par là pour retrouver la maison des mégalithes, vous tournez à gauche, vous contournez cette maison-là, et derrière le bâtiment, là, vous avez exactement la même chose. L'enceinte continue, on la voit très très bien. Hein. D'accord ? D'accord. Ça veut dire qu'on a bien détruit l'enceinte pour construire la maison. Alors évidemment, quand on est face à ça, ces pierres comme ça, on va se poser aussi des questions. On va se dire d'abord, si toutes les pierres sont comme ça, comment on fait pour aller à l'intérieur ? Est-ce qu'il y avait des passages, ou bien est-ce que justement celui qui arrivait à sauter par-dessus, c'est le chef ? Je vous dis n'importe quoi. Hein. Et puis aussi l'autre question, c'est qui allait à l'intérieur ? Certainement pas l'ensemble de la population. Quand on voit la taille de l'enceinte, vous voyez, elle fait 50 mètres, 60 mètres de diamètre. Le site, il fait presque 1 km de long. C'est 930 mètres. Ce qui veut dire qu'il y avait certainement quelques-uns qui pouvaient accéder à l'enceinte. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Dans n'importe quelle religion, il y en a un qui parle, qui délivre le discours, qui lit les textes, hein, et puis le reste de l'assemblée qui suit et qui essaye de comprendre. D'accord ? Donc en tout cas, on voit une organisation tout à fait différente des pierres. Et ces enceintes, on les retrouve sur le Exactement. plusieurs Alors, fois. il y en a une à Carlesmont, hein. Alors elle n'est pas ovale comme celle-là, elle est plutôt rectangulaire. Et celle de Kermario, elle a disparu. Mais les chercheurs pensent qu'il y en avait une. Kermario, c'est le site qui a été le plus abîmé. Parce qu'il y a eu un parking, enfin, il y a eu des constructions, des démolitions. Enfin, c'est vraiment un site qui a été très abîmé. Et donc on peut observer ce rythme-là, fil, enceinte, fil, enceinte, fil, enceinte. Alors évidemment, est-ce qu'on peut se dire, si on est dans un lieu de culte, est-ce qu'on peut imaginer une espèce d'agrandissement ? Alors on commence de construire cette architecture et puis, c'est trop petit. La population s'accroît, alors on agrandit, on en fait, c'est encore trop petit. Alors on en fait encore un. Est-ce que ce rythme-là, ces trois sites qui suivent, correspondent finalement aux trois stades de la vie humaine ? On est enfant, on est adulte, puis après on est vieux. On peut tout imaginer. Ou imaginer effectivement ce lieu de pèlerinage, parce que des alignements, il y en a ailleurs. À partir de 3 pierres, on parle d'alignement. C'est comme une suite mathématique. 2, ça ne suffit pas, il faut un sens. Hein. Donc à partir de 3. Donc des alignements, il y en a effectivement plein ailleurs. Ici, la caractéristique, c'est la taille de ces alignements. D'où cette idée de regroupement et de... On a trouvé dans certaines tombes des bijoux en pierre qui sont faits avec une pierre qui n'existe pas en Bretagne. Une pierre qui est verte, qui ressemble un peu au jade, qu'on appelle de la calaïs. Et la calaïs, on en trouve au plus près, hein, j'entends, à côté de Barcelone, ou bien dans les Alpes italiennes, quand même quasiment 1000 km à chaque fois. Quand même. La pierre, elle n'arrive pas comme ça toute seule, hein. Ça veut dire qu'il y a bien des échanges et des mouvements. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est que les menhirs ? Menhirs, dolmens, tout ce vocabulaire là, dont on parle par rapport à ces pierres. Ici, en fait, avant qu'on démarre les fouilles, on pense, alors évidemment, on va se rendre compte après que c'est une erreur d'interprétation, mais on pense que tout ça, là, ça provient des Celtes. D'après ce qu'on connaît, des Celtes. D'après ce qu'on connaît des Celtes à la fin du XVIIIe siècle, vous avez peut-être entendu parler des druides, là, qui font des choses au milieu des pierres. On pense que tout ça a été dressé par les Celtes. Donc on va donner à ces pierres des noms d'origine celte.
Ici, en plus, on parle breton. Le breton, c'est une langue celtique. Men, en breton, c'est la pierre. Menhir, c'est la pierre debout, droite, dressée. Il y a un côté de vertical dans le dolmen. Le dolmen, ça veut dire table de pierre. Donc, pour faire un dolmen, il faut dresser 2 pierres verticales qu'on appelle des orthostates, puis dessus, on met une dalle de couverture. On répète le schéma plusieurs fois, on a une espèce de couloir qui aboutit à la chambre funéraire. D'accord. Un dolmen, c'est une tombe. D'accord. Donc tout ce vocabulaire, on va nommer comme ça ces pierres avec ce vocabulaire. Qu'on pense que c'est. Évidemment, on fait une erreur d'interprétation parce que quand on commence d'étudier les objets, les haches polies en pierre, les bijoux en pierre, la céramique, tout ce qu'on retrouve dans les tombes, on s'aperçoit que tout ça n'a rien à voir avec les Celtes. Les Celtes, c'est un groupe qui arrive d'Europe centrale et qui va coloniser comme ça tout l'Ouest entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Ils viennent avec le fer avec eux. Ils amènent la technique du fer. Ça veut dire que quand les Celtes arrivent ici, les pierres, elles sont là depuis plusieurs milliers d'années, presque 3000 ans. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire, les Celtes? Ils ont pu se dire, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ceci, pourquoi il y a ces pierres? Les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on en a un peu peur. Ça, c'est vraiment une réaction humaine. On ne sait pas, on se méfie. Sauf si on se réapproprie les pierres pour ses propres pratiques, pour ses propres croyances. Les Celtes ont fait ça, c'est pas les seuls. Après, il y a les Romains, 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Romains arrivent ici. On sait que les Romains ont réutilisé les dolmens pour en faire des tombes, des temples. C'est aussi une façon pour le peuple conquérant de bien mettre la main mise sur l'architecture de l'ancien groupe. Et puis après, il y a les chrétiens au début du... Oh, boum, boum. Au début du Moyen-Âge, 5e, 6e siècle, on christianise les menhirs. D'abord parce qu'on commence de christianiser la Bretagne. Et puis on sait bien que tout ça correspond à des rites païens anciens. Alors on veut christianiser les menhirs. Souvent, on voit des menhirs isolés avec une croix au-dessus ou avec un Christ gravé dessus. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. On se réapproprie la pierre pour sa propre pratique. Et finalement, tout ça, c'est assez protecteur. Si aujourd'hui il en reste autant, c'est parce que depuis des siècles et des siècles, les hommes ont prêté à ces pierres des pouvoirs bénéfiques, maléfiques, magiques. Ça n'a aucune importance. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. D'accord? On vit avec. On n'a pas de certitude. C'est pas 1515, François Ier. Donc ça veut dire qu'on vit avec et on y met son histoire. Et ça, c'est une façon de les protéger. Peut-être qu'on en a enlevé un sur deux. Peut-être qu'on a enlevé les petits doudous là-bas. Mais il ne faut pas tout détruire non plus. Des fois, il nous arrive de bricoler. Vous comprenez l'idée? Comme on ne sait pas trop, on vit avec ces pierres. On voit des gravures très anciennes avec des bretonnes là, et puis en bas, qui sont en train de paître au milieu des pierres. Elles font partie du paysage. On ne sait pas ce que c'est, mais on les a. Et finalement, c'est assez protecteur. Et justement, même avant la fermeture qui n'est pas une fermeture protectrice, mais plutôt une fermeture par rapport à la végétation, il n'y avait pas de destruction, il n'y avait pas de taxe, c'était pas, vous voyez, c'est pas... Alors après, effectivement, on utilisait le site de façon, c'est pour ça que le sol s'est dégradé, Non, moi ce que je veux dire, c'est vu que c'était protecteur, ça a toujours été protecteur, il y aurait pu y avoir des hommes qui en auraient pris pour fabriquer leur maison. Ah bah, voilà, que ça a été donc fait. finalement c'est pas des graffitis mais c'est aussi destructeur. Ah bah oui, parce que si chacun se dit c'est protecteur, l'humain, je dis pas que tous les humains le font, mais l'humain n'est pas toujours bon et chacun pourrait prendre un morceau pour se dire tiens, je vais en mettre une sous la dalle de ma cheminée, je vais en mettre une à cet endroit-là, comme ça, comme ça et ça pendant 10 000 ans, ça peut détruire des centaines de pierres. Puisqu'on est dans la ruine et qu'on pense qu'il y en avait beaucoup plus, un peu plus loin sur le site de Carmario, si vous allez un peu par là, vous verrez en plein milieu du champ, il y a une ancienne ferme, c'est une crêperie aujourd'hui, qui est toute en pierre. Et alors devant la ferme, il n'y a plus un seul menhir. Ça prouve bien qu'effectivement on les a enlevés. Imaginez le paysan là, qui a sa parcelle et qui cultive son champ là. Ça gêne. Ça gêne, évidemment, on a plutôt envie d'enlever ça. Mais le côté quand même protection, c'est parce qu'on y a mis... alors il y a plein de légendes, évidemment, en Bretagne, on est
Il y a des légendes à propos de tout, donc il y a plein de légendes par rapport à ces pierres. Ça, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien dire, on trouve à Carnac ce qu'on est venu y chercher. Ça veut dire que comme on n'a pas voilà, de certitude cartésienne, chacun de vous, en fonction de vos croyances, votre pays d'origine, vos lectures, vos superstitions, peut y voir l'interprétation qui lui convient. Et moi, ça me va, hein, forcément. Hein. Alors, ça serait bien de revenir d'ici 2 siècles, peut-être. Pour peut-être qu'à ce moment-là, il y aura eu d'autres campagnes de fouilles et on aura d'autres précisions. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on sait de ce. Que ça a répondu quand même un peu à vos attentes. Super. Très, très intéressant. Très intéressant, merci. Alors, si vous voulez, moi je ressors par là de toute façon, je peux vous ouvrir le portillon ici. Donc, soit vous pouvez. Bah justement, ça c'est un exo, parce que autour de cette pierre, il y avait trop de dégradation. Donc on met ces fils, comme ça personne ne voit, puis ça pousse. On les arrivera. Voilà, quand ça aura. Ah bah, on ne sait pas pourquoi elle est par terre, elle est manifestement par terre. Il y a à 15 mètres de cette pierre, dans cette direction-là, il y a une espèce de fosse qui est certainement la marque de la zone d'extraction. On tombe un peu dans un trou parce qu'on est certainement la marque. Enfin, une carrière, pas vraiment. Hein, pas vraiment une carrière. Hein, on les prélève sur place et donc voilà. C'est celles qui sont fondues en celle-là. Ah ben ça c'est clairement une trace d'érosion là. Hein. D'accord. Voilà, on imagine bien une petite fissure, une graine, un oiseau, ça pousse puis au bout d'un moment ça éclate. Alors s'il y a des personnes qui veulent sortir par là, alors je vous dis si vous voulez retourner à la maison des mécanismes, retournez à gauche, là, vous allez voir un petit sentier pour arriver en bas du parking. Si vous voulez aller voir le fond de l'enceinte, alors vous n'allez pas tout droit comme ça, parce que les gens de la crêperie et tout, ils n'aiment pas du tout. Vous passez par la droite, vous arrivez à l'arrière de l'enceinte, vous pouvez observer des choses. Merci beaucoup. Eh ben, bonne fin de week-end. Bon Merci. dimanche. Je veux voir moi le fond là, de l'enceinte. C'est vrai que c'est un site qui nécessite un peu des explications. Mais surtout, quand on est à l'intérieur, même si le grillage il n'empêche pas la vision, mais à l'intérieur, on a quand même un autre ressenti de l'organisation. On est en 360 degrés au des moins. pierres. Voilà, On peut c'est se mettre ça. au milieu et C'est ça, c'est ça. voilà. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir madame. Vous disiez qu'ils avaient trouvé des tombeaux, hein. À quel Oui. endroit à peu près Ah ben, sur le petit plan qu'on vous a donné, ils sont signalés les. Là, il y en a dans le- plein autour. plein autour de. Ah oui, il y en a même... vers Carmario, il y en a. Mais dans plein l'alignement, des ils ont dolmens. retrouvé des. Alors dans l'alignement, Ou il c'est y sur en les a- côtés plutôt. il y en a un à Carmario, Dans l'alignement, dans la ligne droite quoi. voilà, enfin qui est au Hmm. bord de l'enceinte. Il y en a un autre à Carlescan, des tombes, d'anciennes tombes qui ont été intégrées à la construction. Ouais. Ils ont trouvé de la varacite aussi, non? Les petites pierres La vertes là. varicite dans les tombes, dans les tombes. Dans les tombes, ouais. Ah oui, oui. C'est l'autre pierre que vous La parliez. calaïs, ouais, c'est quasiment. Ouais, C'est quasiment la même pareil, chose, non? voilà, oui. Ouais. Ça, c'est effectivement les. Je vais être obligée d'aller ouvrir. Allez-y. aux Et bravo. personnes. Ouais, c'était super. Merci. Merci madame. Au revoir. Alors là, on est en mode rural total. À tout moment, un berger allemand peut surgir et nous dévorer sans pitié. C'est ce qu'on appelle la vieille France. La France cochonou. Là, on se dirige vers le fond de l'enceinte. Non, non, c'est là-bas. Si, si, si. C'est là-bas. Là, c'est ce qu'on voyait par derrière. Conditions météo 20 sur 20. Gros soleil. Il fait quoi? Il fait 26, 27. Voilà, nous voilà au bout de l'enceinte. Attends,
moi, j'en ai pour 10 secondes. On a encore des traces. Ici, traces rouges. Voilà, donc là ça fait bien un cercle, hein. C'était la délimitation du secteur, pour faire simple. Voilà, on va même aller en direct ici. Si vous aimez les pommes, c'est le moment.